Alors, la glycine bétaïne, c'est un nom qui revient de plus en plus quand on parle de gérer le stress des cultures. Ici, on va aller droit au but, sans le blabla marketing. On va voir ensemble ce que cette molécule fait vraiment et surtout comment s'en servir intelligemment au champ. Voilà le programme. D'abord, on partira d'un problème concret au champ. Ensuite, on va décortiquer comment la glycine bétaïne fonctionne. Puis, le point crucial, on verra quand ça marche et quand, franchement, ça ne sert à rien. On enchaînera avec des conseils pratiques, on la comparera aux autres outils disponibles et on finira avec une checklist simple pour aider à la décision. C'est parti. Bon, on commence par le terrain. Avant de chercher des solutions, la première chose, c'est de bien reconnaître le problème. Comment ça se voit, concrètement, une plante qui commence à subir un blocage? C'est une image qu'on connaît tous, non? On est devant sa parcelle et on voit que ça ne pousse plus comme ça devrait. On se demande, est-ce que ce coup de chaud annoncé va tout bloquer? Est-ce que le rendement est déjà en train de prendre un coup? Les signes, ils sont assez classiques, on les a tous en tête. Les feuilles qui commencent à se recroqueviller, la croissance qui ralentit, ou pire, qui s'arrête carrément. Et la conséquence directe de ça, on la connaît aussi, c'est le potentiel de rendement qui s'envole. C'est exactement ce blocage qu'on cherche à éviter. Alors, face à ce scénario, qu'est-ce que la glycine bétaïne peut vraiment faire? On va maintenant aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la plante, au cœur même de la cellule, pour comprendre son mécanisme. Le mot technique à retenir, c'est osmoprotecteur. En clair, ça veut dire quoi? Son rôle, ce n'est pas d'apporter de l'eau à la plante, non. Son job, c'est d'aider la cellule à mieux conserver l'eau qu'elle a déjà et surtout de protéger ses composants vitaux pour qu'elle puisse continuer de fonctionner, même en conditions difficiles. Son action, elle se fait en 3 étapes assez simples. D'abord, elle est absorbée très vite par les feuilles et se diffuse partout dans la plante. Ensuite, elle vient stabiliser les membranes des cellules, un peu comme un bouclier protecteur. Et enfin, point absolument crucial, elle protège la photosynthèse. En gros, elle veille à ce que le moteur de la plante ne cale pas. Et attention, cette action, elle est rapide, très rapide même. 2 heures à peine après une pulvérisation sur les feuilles, on en retrouve déjà dans les racines. Et en 24 heures, elle a colonisé toute la plante. C'est justement cette vitesse qui en fait un excellent outil en préventif pour anticiper un stress annoncé. Ok, maintenant on arrive au cœur du sujet, la partie la plus importante. On va démêler le vrai du faux. On oublie les belles promesses et on se concentre sur les conditions réelles où la glycine bétaïne apporte un vrai plus et celles où, disons-le clairement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. En fait, c'est assez simple. D'un côté, elle est utile quand on l'applique en préventif avant que le stress ne soit trop fort et sur une plante qui est encore capable de l'absorber. De l'autre, c'est complètement inutile si la culture est déjà grillée ou si le vrai problème est un manque d'eau criant ou une grosse carence. Il faut être clair, ça ne ressuscite pas les plantes. Allez, premier mythe marketing qu'on entend absolument partout. L'idée que la glycine bétaïne viendrait réhydrater la plante. Alors ça, c'est faux. Archi faux. Elle n'apporte pas une goutte d'eau. Ce qu'elle fait, c'est aider la plante à devenir plus économe, à mieux gérer ses réserves en eau, tout en protégeant ses usines cellulaires pour qu'elle continue de produire. La nuance est énorme et c'est ce qui fait la différence. Deuxième idée reçue, tout aussi tenace, le fameux « plus on en met, mieux c'est ». L'idée qu'il faudrait forcer sur la dose pour avoir de meilleurs résultats. Là encore, c'est tout le contraire. Non seulement c'est faux, mais ça peut même être contre-productif. Des études ont montré que des doses trop élevées peuvent carrément pénaliser la plante. Comme toujours en agronomie, ce n'est pas une question de quantité, mais bien de précision et de bon timing. Bon, à cette théorie, comment on fait au champ pour que ça marche? Passons maintenant aux recommandations pratiques, du concret. Alors là, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Il faut toujours raisonner en grammes ou en kilos de matière active par hectare. Les litres de produits commerciaux, ça ne veut rien dire. Les concentrations varient énormément d'un bidon à l'autre. La seule base de comparaison valable, c'est la matière active. Ce tableau donne quelques repères de doses réalistes en matière active et les stades clés où ça vaut le coup d'intervenir. Par exemple, sur blé, les 2 fenêtres critiques, c'est la montaison et la floraison. Sur maïs, on va plutôt viser les stades jeunes et juste avant la floraison mâle. Pour la vigne ou la tomate, c'est juste avant la floraison et avant les gros coups de chaud. On voit bien que c'est une affaire de ciblage précis. Évidemment, la glycine bétaïne n'est pas seule au monde. Il y a d'autres outils pour gérer le stress. C'est donc super important de savoir où elle se situe par rapport aux autres solutions pour faire les bons choix. Ce tableau résume assez bien la situation. Chaque solution a son rôle. La glycine bétaïne, c'est le spécialiste de la protection en préventif ciblé. Les extraits d'algues, c'est plus un stimulant général pour soutenir la vigueur.
Les acides aminés, eux, sont plus intéressants en récupération, après le stress. Et le potassium, le potassium, c'est la fondation, la base nutritionnelle. En fait, ces solutions ne s'opposent pas, elles se complètent. D'ailleurs, s'il y a une association qui est vraiment intéressante et qui a fait ses preuves au champ, c'est bien celle-là. Combiner une application de glycine-bétaïne avec une bonne gestion du potassium. Sur céréales en fin de cycle, c'est un duo très efficace pour sécuriser le remplissage du grain. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça sous la forme d'une checklist toute simple. Le but, c'est d'avoir les idées claires au moment de prendre la décision sur le tracteur. Alors, quand est-ce qu'on peut y aller? Feu vert si on est bien en préventif, 1 ou 2 jours avant le coup de chaud. Feu vert si la culture est encore en bon état, capable d'absorber le produit. Feu vert si on veut protéger un stade à fort enjeu, comme la floraison. Et surtout, feu vert si ça vient en plus d'une agronomie qui tient la route. Et à l'inverse, quand est-ce qu'on oublie? Feu rouge si on arrive en mode pompier sur une plante déjà bloquée. Feu rouge si on essaye de masquer un problème de fond, comme une irrigation mal gérée. Feu rouge si on pense que c'est un produit miracle qui remplace la bonne agronomie. Et bien sûr, feu rouge si on l'applique au cas où, sans stress particulier à l'horizon. Au final, la vraie question c'est celle-ci. Est-ce que la glycine-bétaïne est une sorte d'assurance tout risque contre le stress? Ou est-ce que c'est plutôt un outil de précision qui vient récompenser et valoriser une agronomie déjà bien maîtrisée? Je crois que la réponse est assez claire.